Merci Annick de m'avoir suggéré ce topo. Ça m'a donné un peu de travail, mais c'était intéressant de reprendre ces données-là. Donc effectivement, je vais reparler un peu de diagnostic génétique préconceptionnel, pardon, plus près. Euh, D'ailleurs, tout de suite, on peut noter une petite ambiguïté sur les termes à employer, parce que s'agit-il d'un diagnostic ou d'un dépistage, hein. Je crois qu'on va y revenir dans la présentation, mais bon, vous savez que ça existe pour le prénatal, pour le néonatal, et donc ça va venir pour le préconceptionnel en France. On ne le fait pas encore, mais c'est pour pour le meilleur ou pour le pire, inéluctable. Euh, donc, je vous rappelle, pour ceux qui sont peut-être pas très familiers avec cette thématique, que le diagnostic préconceptionnel, c'est l'idée de proposer à des couples en bonne santé, sans antécédents familiaux particuliers, de leur proposer un test génétique de façon à dépister leur risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique, notamment récessive autosomique ou récessive liée à l'X. Donc l'idée, c'est de passer de cette situation-là où on attendait qu'un enfant naisse avec une maladie rare, et de reconnaître ensuite le risque de récurrence, à cette situation-là où aucun enfant n'est encore né et on peut dépister chacun des deux parents. Donc on estime à peu près dans la population générale que c'est 1 à 2 des couples qui seraient à risque. Voilà, ça a l'air de se confirmer. Alors évidemment, ça existe déjà en fait depuis très longtemps, hein. C'est pas vraiment nouveau, notamment dans des pays où il y avait des maladies récessives avec une fréquence importante, hein, comme Israël ou Chypre avec la thalassémie. Donc au départ, c'était des dosages biochimiques qu'on faisait, et puis ensuite c'est passé à la génétique. Mais évidemment, le changement là d'échelle fait que d'abord on passe du dépistage de quelques maladies à plusieurs centaines de maladies, voire 1300 pour les plus ambitieux, et que on passe d'une population à risque liée à l'origine ethnique à une proposition de tests de façon universelle. Donc pour reprendre effectivement ce qui s'est passé à l'ESAG, il y a eu 3 topos sur une session du dimanche matin, et pardon, de bonne heure, voilà. Moi je l'ai suivi en fait en visio, hein, on pouvait s'inscrire, j'étais pas à l'ESAG. Et donc le premier, c'est notre collègue australien, Martine Delatiki, qui donc a surtout présenté les premiers résultats de la mission Mackenzie, hein. Mackenzie, donc c'est issu d'une histoire familiale où une petite fille est décédée d'une amyotrophie spinale infantile. Les parents se sont aperçus après qu'en fait on aurait pu dépister cette maladie en préconceptionnel, et ils ont fait du lobbying efficace, puisqu'ils ont réussi à convaincre le gouvernement australien de financer une étude qui va cribler, ou qui a déjà criblé en fait 9000 couples pour à peu près 1200 maladies. Donc, bon, il y avait des objectifs bien sûr divers, notamment de regarder la fréquence des variants, le taux finalement de couples qui étaient repérés comme étant à risque, etc., etc. Bon, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont publié quand même, cette équipe-là déjà, la façon dont ils ont sélectionné les gènes inclus dans ce panel-là. Et donc ça a été publié, hein. On a tout le listing, effectivement, donc, selon des critères bien sûr de gravité, mais également pour des problèmes techniques, hein. Donc évidemment pour les maladies à amplification de triplet, ou pour la myotrophie spinale infantile, qui est un peu particulier en termes de techniques génétiques. Bon, bah, ils ont défini finalement 1282 gènes. Alors, ce qui était plus surprenant, dans son topo, c'est la façon dont ils ont recruté les couples, hein. En fait, bon, il ne s'est pas trop étendu dessus, mais grâce à une excellente question du professeur Audan lors de la session, finalement, c'est de dire comment les couples sont recrutés. Et lui, il a dit « ça, c'est pas difficile, hein. Moi, je fais ça en 2-3 minutes, il n'y a pas de problème. » Donc, bon, 2-3 minutes, bon. Et alors, après, en fait, une fois que les couples ont donné un accord de principe, en fait, on leur donne une adresse web. Et en fait, là, ils vont recevoir un lien, donc, avec une page qui va les éduquer, hein, pour les aider dans leur choix. Ils complètent des questionnaires, ils complètent le consentement en ligne. Ah ouais, ça nous change un peu de notre méthode française, je pense, quand même. Pardon ? Oui, oui, alors c'est justifié. Et en plus, ils étaient bien contents d'avoir fait ça, puisqu'il y a eu quand même la période Covid, hein. Donc c'est pour ça que leur étude a pu être menée, y compris avec le Covid. Donc ils ont tout fait, donc les gens faisaient tout à domicile, une fois qu'ils avaient donné un accord de principe.
Donc il a montré des résultats, ce qui est, donc je reprends ces diapos, hein. Donc ils ont pratiquement complété leur étude, ils ont en tout cas à cette époque-là 8590 couples. Et donc vous voyez, alors ce qui était un peu surprenant, c'est bon, c'était pas surprenant de retrouver que 96% des couples n'étaient pas à risque. Et donc ils ont confirmé, vous voyez ce chiffre de 2%, hein, donc comme étant à risque d'une maladie récessive ou liée à l'X. Donc vous voyez, donc 1 à 2%, ça rejoint les chiffres de la littérature. Bon, par contre, moi, j'ai pas bien compris ce chiffre-là, parce que en fait, ça, c'est 2% pour des couples, mais dont le couple était déjà connu comme étant porteur. Donc bon, il est passé pas trop attendu là-dessus. Pour moi, le préconceptionnel, c'est bien l'idée qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux. Ça répond à une autre stratégie si le couple est connu comme étant à risque. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont comparé quand même un peu le profil des couples en termes de niveau socio-éducatif avec un recensement qu'ils ont fait en Australie en 2016. Et donc, en fait, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de femmes ou d'hommes qui sont très diplômés, hein, donc niveau bachelor ou plus, contrairement à la population générale. Donc, on voit que socio-économiquement parlant, c'est quand même un petit peu marqué, l'intérêt pour les couples à ce type de technique. Voilà. Et donc, bon, c'était l'un des enseignements, mais je discuterai d'autres enseignements du topo australien. Après, il y a eu le collègue israélien, qui est le responsable du Community Genetic Department, et il était assez expressif, donc c'était très intéressant. Il a vraiment bien présenté ça. Et donc, il a tout de suite délivré quelques messages principaux. Et on va en reparler, hein, mais lui, en Israël, on assume le fait qu'on va faire de la sélection des embryons porteurs ou des enfants porteurs de ce type de maladie. C'est assumé nationalement, en fait, hein. Là où, en Europe, on va prendre un langage un petit peu plus précautionneux, hein. Donc, effectivement, en Israël, hein, les gens sont en général intéressés et ils réalisent quasiment tous ce type de test. Et donc, lui, il a bien insisté sur l'idée que c'est bien un test de screening, de dépistage pour moi, enfin, si je traduis en français, et pas un test de diagnostic. Or, pourtant, bon, je pense que c'est surtout du diagnostic, mais bon. En tout cas, donc voilà. Donc, je vais passer vite parce que donc en Israël, on connaît quand même un peu l'histoire. Donc ils font ça avant ou pendant la grossesse. C'est fait par, ça c'est intéressant, par tout type de professionnels de santé, y compris non généticiens ou même surtout non généticiens en fait, hein. Donc des obstétriciens, des infirmières, des sages-femmes sans doute. Ensuite, bon, ils se fondent quand même sur un test séquentiel, hein. Ça c'est une approche un peu différente parce que souvent en Australie ou en Europe, on fait plutôt une approche par couple. Là, c'est l'idée de tester d'abord madame, puis ensuite éventuellement monsieur. Voilà, puis on va surtout insister sur des mutations avec des effets fondateurs. Et puis, alors ce qui est intéressant, c'est que le test est très flexible selon l'origine ethnique quand même. Si c'est un juif ashkénaze ou quelqu'un un bédouin, enfin il a donné plein d'exemples, eh bien ils vont adapter le panel en fonction de l'origine ethnique de la population, du couple. Voilà, et donc les couples reçoivent en fait quand même une information orale avant de poursuivre. Je continue. Donc voilà, donc lui, ils assument en fait que c'est vraiment quelque chose de préventif, bon, sauf pour bien sûr les juifs ultra-orthodoxes, hein, mais donc pour la plupart des populations, c'est assumé. On peut en discuter. Et donc, en tout cas, il a montré quelques résultats assez intéressants, puisque pour la maladie de Tay-Sachs, hein, donc ça, c'est les chiffres, et ils ont pu faire, donc vous voyez ces chiffres de diagnostic prénatal en fonction des années, et donc ils ont repéré des fœtus atteints, des interruptions de grossesse pour tous ces grossesses-là, et il y a eu finalement qu'un seul bébé qui est né en 2018 atteint de maladie de Tay-Sachs en Israël, et c'était un couple ultra-orthodoxe qui n'avait pas suivi ce dépistage. Donc bon, lui, il dit que la maladie de Tay-Sachs a disparu en Israël depuis quelques années. Voilà, donc je passe là sur la façon dont ils ont fait leur gène. Donc ils ont à peu près 385 gènes, et eux, ils trouvent 2,5% de couples à risque.
Et puis donc la dernière collègue, c'était une collègue des Pays-Bas. Effectivement, les Pays-Bas ont une longue tradition aussi dans ce domaine. Et ils se sont organisés pour écrire des guidelines autour de ce screening, ce qui a abouti en 2020 à rembourser de façon partielle certains tests préconceptionnels, donc surtout sur les immunoglobulopathies, sur des mutations avec des effets fondateurs, sur la population juive ashkénaze et pour des couples consanguins. Alors en fait, et plus précisément, il n'y a que 3 centres qui le font. Il y a Amsterdam, là où elle travaille, ils dépistent 50 gènes et il faut quand même payer 650 €. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est partly reimbursed. À Groningen, donc ça c'était assez intéressant parce que ils ont publié ça aussi les Néerlandais. En fait, ils font ça par les médecins généralistes. En fait, donc c'est une expérience intéressante si on veut imaginer promouvoir ce type de test en population générale. Et là, bon, c'est un petit peu plus cher. Et puis donc à Maastricht, ils font 2000 gènes, mais uniquement pour les couples consanguins. Et là, ils ne payent pas. Et donc, elle, c'est intéressant, son retour, ce qu'elle dit, c'est pas bien mis en œuvre parce que probablement, à part à Groningen, les professionnels des soins primaires ne sont pas dans la boucle. C'est surtout un truc de généticien pour l'instant. Voilà. Et donc ils ont beaucoup publié sur ces sujets, et notamment un peu les freins du point de vue des stakeholders, des professionnels divers. Alors pas simplement que des généticiens, ça peut être aussi des institutions, des citoyens, pour mettre en œuvre ce type d'offres publiques de soins. Donc notamment, probablement qu'il y a une raison, c'est que beaucoup d'entre eux ne voient pas ça comme une priorité en termes d'accès aux soins. Et puis il y a quand même des difficultés pour l'organisation, pour le financement bien sûr, ou pour l'éducation à la fois des professionnels non généticiens et l'éducation du public. Là, donc on a vu que Sandra a mené plein d'actions pour sensibiliser ces publics-là, et ça sera bien sûr peut-être d'autres pistes à travailler. En tout cas, voilà, il faut bien se rendre compte quand même que par leurs travaux, ils ont pu montrer que c'est pas que du positif, ce test préconceptionnel. Il peut y avoir des implications négatives au niveau sociétal, notamment on va médicaliser davantage les grossesses. On peut craindre qu'il y ait une espèce de pression sociétale à faire ce type de test, notamment si c'est promu par un État, comme ça l'est en Israël. Et du coup, on voit bien en Israël qu'il n'y a pas tellement de réflexion pour ne pas faire le test, puisque tout le monde le fait finalement maintenant, et que c'est une espèce de routine. Et bien sûr, une crainte de la stigmatisation, soit des couples qui ne font pas le test, pourquoi vous ne le faites pas alors que c'est possible, ou des couples qui se retrouveraient porteurs et peut-être ou vis-à-vis des populations qui sont porteurs de ces maladies-là et qui pourraient être finalement un peu plus mis à l'écart de la société. Voilà. Mais ça, bon, ils ont interrogé justement ces people avec les disabilities, et en fait, ils sont pour la plupart favorables, que ce soit les personnes elles-mêmes touchées par ces maladies autosomiques récessives ou les couples qui planifient une grossesse. Ils sont tous relativement favorables. Bon, évidemment, avec des différences selon que la maladie est dite grave ou moins grave. Ça reste bien sûr une grande question pour savoir où on met le cut-off. Donc j'ai essayé pour être un peu synthétique, de résumer ce qui se fait. Cette fois, ça c'est un peu hors session, mais disons que voilà, moi j'ai passé quelques mois en Belgique pour étudier un peu ce qu'il fait, parce que c'est possible là-bas aussi. Mais voilà, je vous ai mis le nombre de gènes qui sont maintenant accessibles dans ces pays-là. Donc ils disent tous que c'est du screening et pas du diagnostic. On reviendra sur le sujet peut-être. Moi j'ai toujours un peu... Voilà. Donc là c'est la façon dont ils proposent le test. Donc on a vu que c'était des couples, surtout, sauf en Israël où c'est séquentiel. C'est intéressant de savoir qui propose le test. Donc, par exemple, en Belgique, c'est que les centres de génétique, un peu comme aux Pays-Bas, sauf à Groningen, alors que dans d'autres pays, ils ont inclus tout de suite les professionnels d'autres disciplines.
Bon, le coût est évidemment une question importante, hein. Là, donc, c'était une étude pilote, donc ils n'ont pas fait payer les couples, mais en Israël, c'est une politique d'État, c'est gratuit aussi. Par contre, dans les pays européens, c'est plutôt payant et c'est plutôt cher. Évidemment, la formation des professionnels est une grande question et pas tellement détaillée, hein, dans toutes ces publis-là, je trouve, alors que je trouve que c'est quand même critique. L'information des couples n'est pas non plus extrêmement détaillée, si ce n'est qu'en Australie, on sait que c'est un website qui le fait, alors que c'est plutôt une consultation dans nos pays européens. Et évidemment, donc le pilotage là reste pour l'instant à l'état de projet pour l'Australie, mais vraiment promu par l'État en Israël, alors que c'est des initiatives plutôt individuelles pour, en Europe encore. Donc j'ai mis 3 dias là pour essayer de poser un peu les problèmes qui se posent. Donc encore une fois, je reviens sur cette question diagnostic ou dépistage. Alors ils disent que c'est du screening parce que finalement ils ne vont pas rapporter les VSI. Ils rapportent que les classes 4 et 5. Et ils vont rapporter que des variations donc solides, rapportées par chez plus de 10 individus dans la littérature, différents, enfin de familles différentes, ou des effets fondateurs. Et donc effectivement, ils disent que c'est du screening. Bon, d'ailleurs c'est un peu bizarre parce qu'en termes de dépistage, souvent on voudrait des sensibilités bonnes et des spécificités pas bonnes qu'on vérifie après. Mais là, finalement, ils acceptent de rater d'emblée des hétérozygotes. Et donc, évidemment, le message qui est renvoyé aux couples, c'est pas de dire qu'ils ne sont pas à risque, mais c'est de dire qu'ils sont à un risque faible, puisque le risque peut toujours se produire si jamais on a raté une mutation. Et donc, peut-être qu'il faut renommer peut-être notre français en assumant que c'est plutôt un dépistage génétique préconceptionnel plutôt qu'un diagnostic. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourra en discuter après. Alors, finalement, bon, tout ça, c'est peut-être aussi lié à la façon dont on voit les objectifs, hein, de ce DGPC. Alors c'est bien ce que DGPC, ça peut faire diagnostic ou dépistage, donc pour l'instant je l'ai cité. Prévention de l'apparition, donc c'est clairement assumé en Israël, alors qu'en Europe on a quand même une vision, et d'ailleurs c'était publié comme tel par la Société européenne de génétique, de dire on va offrir aux couples la possibilité de choix reproductifs différents, quand bien même ces choix pourraient amener à ne pas faire naître l'enfant ensuite. Mais vous voyez, ce n'est pas l'idée de dire on assume l'idée qu'on ne va pas faire naître des enfants atteints par ces maladies-là. Donc le concept est un peu différent. Le résultat peut être au total le même, mais la philosophie est un peu différente. En tout cas, c'est un point majeur à considérer parce que si on veut mener des études médico-économiques sur de petits sujets dans l'optique de pouvoir ensuite faire prendre en charge ce type de test par notre sécurité sociale, par exemple, eh bien, les objectifs ne sont pas les mêmes, puisque, évidemment, dans un cas, il faut assumer une politique qui pourrait paraître comme un peu eugéniste, lâchons le mot, hein, alors que dans un autre cas, on va plutôt augmenter l'autonomie des couples, hein, ce qui est un peu différent. Mais donc, en termes d'objectifs médico-économiques, c'est vraiment très différent. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, au total, hein. Et donc, il y a deux options, hein. Soit on assume le fait que ça ne sera pas accessible à tout le monde, hein, certains généticiens français déjà alimentent cette idée-là en disant qu'il faut assumer le fait que ça sera payant, que ça sera hétérogène, mais que du coup ça sera fait par des généticiens et que finalement les acteurs sont déjà formés et que ça c'est une technique qui sera facile et rapide à mettre en œuvre. Et puis évidemment, il y a une autre stratégie qui pourrait être de dire on va plutôt assumer le fait que ça soit une offre en santé publique, où là, on va faire en sorte que le test soit gratuit, donc évidemment rendu accessible à tout le monde, que ça permettra d'offrir une égalité d'accès aux soins et d'homogénéiser l'offre sur un territoire, mais du coup que ça nécessiterait de former des acteurs en soins primaires, puisqu'on ne peut pas imaginer que ça soit géré que par des généticiens, ou alors il faudrait les décupler, et de promouvoir ça sous la forme d'une politique de santé qui est assumée par l'État et d'assumer ensuite le pilotage qui est lié, comme ce qui avait été fait pour le dépistage néonatal ou le dépistage de la trisomie 21 par exemple. Voilà, je ne vais peut-être pas trop me tarder pour laisser la place un peu à la discussion, mais voilà, il y a une question autour de l'information des acteurs ou de la formation. Donc là, on a des idées puisqu'on travaille dessus avec Estelle. Mais tout ça, je vous rappelle que en France, hein, en 2018, le CCNE, donc c'est pas une petite institution, a dit que, alors eux ils ont dit ça diagnostic, hein, devait être proposé à tous les couples qui le souhaiteraient
Évidemment, ils ont pris la précaution de dire que ça devait être pris en charge par la sécurité sociale. Donc là, je pense qu'avant que la sécurité sociale le rembourse, on a un petit peu de temps. Mais justement, on peut mettre ce temps à profit pour, je vais passer, pour faire une étude pilote. Et donc, évidemment, le projet de la FHU, c'est de déposer là, pour le PREP 2022 donc un projet dans ce sens. Alors vous voyez, le collègue israélien, pour finir sur cette photo-là, a clairement assumé, hein, je ne sais pas, enfin, je sais pas si c'était de la provocation ou un clin d'œil. En tout cas, il était très à l'aise avec ça, en disant, voilà, le bébé parfait avec le perfect pitch, le QI élevé, etc. etc. Voilà. Ok, bon, c'est toi ça. Merci. Donc, si je comprends bien, pour avoir accès à ça, il faut être bac plus 5 et payer 1 000 €. Ok, d'accord. Et donc, des questions? Oui, donc effectivement, ça interpelle beaucoup. Moi, ça interpelle beaucoup et c'est effectivement pour ça que j'avais suggéré qu'on parle de ça. Forcément, bon, pour l'instant, tout ça, c'est en cours de débrouillage en France, mais on va y venir. Moi, j'aurais plutôt tendance, mais c'est un avis personnel, à parler de dépistage parce qu'on s'adresse a priori à des couples qui n'ont pas d'antécédents particuliers. Voilà. Bon. Alors, ce qui m'avait quand même frappé, et là, ce qui manque en fait dans leurs études, c'est qu'on n'a pas le ressenti et quel impact ça a eu finalement sur les décisions des couples, puisque c'est quand même bien ça l'objectif normalement affiché par la plupart de ces projets, c'est de proposer aux couples un dépistage pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Je ne parle pas d'Israël là, pour l'instant, mais c'est plutôt ça. Pour l'instant, on n'a pas de retour puisque on ne sait pas ce que majoritairement les couples ont décidé finalement par rapport à ça. Moi, ce qui m'avait frappé, donc, pour revenir à Israël, c'est que quand tu parles de pression sociétale, en Israël, on y est, puisque, tu n'en as pas parlé, mais les conséquences de ce dépistage dans la population de juifs ultra-orthodoxes, c'est les mariages orientés. C'est-à-dire, bon, probablement parce qu'ils sont opposés au diagnostic prénatal, et que, du coup, opposés au prénatal parce qu'ils seraient opposés à l'interruption médicale de grossesse. Mais maintenant, dans cette population-là, tous les couples, finalement, ont ce dépistage, et en fonction des résultats, et bien ensuite, c'est le rabbin qui décide les mariages. Mais les marieuses, ça fait très très longtemps que ça existe à New York. Oui, mais les marieuses, elles n'étaient pas, c'était pas sur les résultats des tests génétiques. Non, c'était sur les antécédents familiaux. Ouais, mais sauf que là, c'est une autre dimension. Oui, c'est une autre dimension. Mais cet état d'esprit existe depuis longtemps. Mais oui, tu as raison, ça interroge. Ça interroge parce que... pour l'instant, c'est limité à cette population de juifs ultra-orthodoxes, mais après, on peut très bien imaginer d'autres exemples, ce que j'appellerais moi des dérives dans d'autres pays. Voilà, je voulais juste soulever cette question. Après, je ne dis pas que je suis contre, au contraire, moi je suis plutôt pour. Laurent, comment ils se débrouillent avec l'X fragile, la SMA? Ils mettent en place des stratégies spécifiques pour ces deux pathologies. Donc les gens ont un screening de différents gènes, plus... Ouais, de façon spécifique, ils vont aller faire du quantitatif et de l'amplification de triplé pour le... Okay. Moi, c'est pas une question, c'est que je comprends pas pourquoi on n'est pas choqué pour que des maladies disparaissent comme la polio, la variole, et alors qu'elles reviennent, en fait, tout le monde voudrait que la rougeole disparaisse, et qu'on est choqué parce que des maladies vont disparaître uniquement parce que la sélection est génétique. Donc en fait, on a peur du gène. Moi, ça me choque, ça, cette position. Je rappelle ce que disait M. Frézal quand même il y a 20 ans ou 30 ans. Il disait l'objectif de la disparition des maladies génétiques est inatteignable, et il a parfaitement raison. Et donc là, on parle de maladies récessives ou éventuellement liées à l'X comme l'X fragile. Donc, bon, c'est plutôt une assez bonne nouvelle en ce qui me concerne, mais l'expérience nous a montré que la majorité des déficiences intellectuelles, c'est des mutations dominantes. Mais donc, ça, je suis d'accord. Donc voilà. Qu'on ne va pas tout dépister, d'accord, mais qu'on évite du malheur à des gens, et que globalement, c'est encore les médecins et les politiques qui ont plus peur que les patients et les l'argument de dire qu'on est eugéniste en faisant disparaître les maladies génétiques est faux. Oui, justement, sur cette question du de novo, Israël a l'air de... Je sais pas si tu as vu Tu peux parler plus près du... Une récente publication dans European Journal, je crois, des Israéliens qui proposent l'exome prénatal sur des grossesses sans particularité, donc ils vont un niveau plus loin, et justement, le de novo rentre dans ce cadre-là. Ils peuvent le dépister, donc est-ce que c'est l'évolution naturelle pour toi
Je ne sais pas si c'est naturel, mais oui, je pense prénatal. qu'on y En va. prénatal. Mais Pour tout le monde. voilà, ouais. Bah, parce que- Alors, on s'arrête là, Dominique Oui, ou- bah, ouais. ju- Ah bah, Juste Dominique. pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, à New York, il y a un programme qui est en cours. Donc, c'est génome néonatal en dépistage. Génome néonatal en dépistage. Ils sont nés, hein, les gosses. Hein. Et donc, ils ouvrent les filtres sur une centaine de gènes activables dès la naissance. Et si les enfants, donc, ils ferment le reste. Et si les enfants sont hospitalisés pour n'importe quelle autre raison, le génome est relu. Il y avait une autre question, peut-être une dernière là-bas, Dominique Oui. Fort. Oui, vas-y. Non, non, mais on est d'accord. On est d'accord, oui. Oui, mais Attends. Et là, il suffit juste de regarder la mucoviscidose, c'est 110 millions d'euros par an pour tous les patients. Donc, espérance de vie, 40 ans. Voilà. Et donc, ça paye largement tous les dépistages que vous voulez. Donc, en termes médico-économiques, ça pourrait être gratuit pour une seule maladie. Pour toutes les maladies qu'on peut connaître en récessif. je ne crois pas que ça soit aussi simple que ça, parce qu'en fait, là, tu parles de la mucoviscidose, mais là, on parle de 1300 maladies différentes, et c'est des maladies beaucoup plus rares que la mucoviscidose. Donc, je ne crois pas. Je crois pas que ça soit aussi simple que ça, mais on pourra en discuter plus tard. Dernière chose, je voulais vous signaler quand même que la FHU organise son premier colloque multidisciplinaire, on pourrait dire ça, vendredi prochain à Nantes, à la Maison des Sciences de l'Homme, et le thème sera passionnant. Ça pourra continuer cette discussion autour de incertitude et génétique. Et donc l'inscription est gratuite. On a mis une affiche à l'entrée. Et il y aura des philosophes, des sociologues, des psychologues. Et aussi des généticiens. Et des généticiens. Et donc vous êtes tous invités si vous êtes à Nantes vendredi prochain. On va s'arrêter là. Merci Laurent. Merci beaucoup.